Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. La République démocratique du Congo célèbre ce 4 juin 2024 le 64e anniversaire de son accession à sa souveraineté nationale et internationale. 64 ans après, la RDC a-t-elle reculé, stagné ou avancé? Et quelles sont les perspectives pour des lendemains meilleurs en République démocratique du Congo? Pour en parler avec nous sur ces plateaux, un panel d'invités, des chercheurs, d'analystes. J'aimerais vous les présenter. Juste à ma droite, j'ai associé à cette réflexion un journaliste de renom. Il s'agit de Michel Moussé-Médiaoué, journaliste, analyste politique, patron du magazine Média Plus. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et juste à ses côtés, j'ai associé un autre journaliste. Il est professeur de communication et fonctionnaire international. Il s'agit de Abraham Mbaye Kanyinda. Il a beaucoup travaillé pour le pays dans les médias publics en tant que doyen des chroniqueurs politiques. Aujourd'hui, il vit en Belgique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Et juste à sa droite également, j'ai invité pour vous les professeurs Francis Mapanze Mangole Wa Ekpapalipa, j'ai bien prononcé son nom. Il est professeur des Sciences Po, sciences politiques et administratives, ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Il donne cours dans plusieurs universités. Avec lui, donc, nous allons faire des analyses, faire un bond dans les passés et même dans les futurs par rapport aux 64 années d'indépendance de la RDC. Professeur Francis, bonjour et bienvenue. Merci. Et je vous garde justement pour parler justement du contexte, des circonstances de l'accession de notre pays, la RDC, à sa souveraineté nationale et internationale. Dites-nous, ça s'est passé comment, en deux mots? En deux mots, il faut dire que le vrai débat pour l'indépendance de la RD Congo commence en 1955. En 1955, pourquoi? Parce que le professeur Van Bilsen, qui établit un fascicule, et à l'issue de ce fascicule, il propose au gouvernement belge, compte tenu de le vent impétueux qui soufflait déjà en Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, orientale. Les vents des indépendances. Les indépendances, où en 1954, les Ghana étaient déjà indépendants. Et au regard de ça, le professeur s'est projeté pour proposer au gouvernement belge. Ce mouvement va entamer l'Afrique centrale et comme les Congo belges en Afrique centrale, ça risque de bousculer aussi les Congo belges. C'est comme ça que les groupes de Cardinal Malula, Joseph Ngalula, Joseph Léo, se sont constitués pour réagir par un document, le manifeste, qui a été publié par le journal Conscience africaine. Mais abusivement, les communs des mortels estiment que c'est le manifeste de conscience africaine. Or, les documents... Qui a été l'élément déclencheur. Voilà. Alors, quand l'élite congolaise répond, réagit par rapport à la proposition de Van Bilsen sur le plan de 30 ans, les contenus de cette réaction, du document manifeste, ils ont adhéré à la proposition de Van Bilsen de 30 ans, ça c'est le groupe de Malou là, ils ont adhéré et ils ont proposé qu'on puisse associer les Congolais à la gestion de la ressource publique. Parce que vous savez, avec les Belges, c'était un système paternaliste où on considérait les Congolais comme des enfants et ils n'avaient pas droit à la formation, droit à quoi que ce soit. Et maintenant, le groupe de Kassavou vient avec un autre document, ce qu'on a appelé les contre-manifeste et le contenu de ce document revendiquait l'indépendance immédiate. Et c'est dans ce contexte, la situation a évolué jusqu'à ce qu'en 1958, le monde est allé répondre à une invitation de Kwame Nkrumah au Ghana, où ils ont tenu la conférence panafricaine, et à l'issue de cette conférence, ça lui a révolté compte tenu de la qualité des intervenants, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Nasser, les grands leaders africains à l'époque. Et quand il rentre, il a tenu son meeting pour dire adieu le régime colonial. Et le même 58, général de Gaulle était à Brazzaville. Et il tient un discours pour demander à toutes les colonies françaises à qui veut l'indépendance et aussitôt demander et on vous accorde l'indépendance. Et
ça a réveillé un émoi dans le chef des autochtones congolais de la RDC. C'est comme ça que en 59, le Kasavubu revient en charge pour demander un meeting à Imika. Et la place Imika, dans la commune de Kalamou. Et les bourgmestres de Kalamou à l'époque n'autorisent pas. Et aussi, la BACO s'est organisée pour afficher les communiqués que le meeting n'a pas été autorisé. Mais les militants de la BACO, ils ont quand même répondu. Ils étaient au rendez-vous à la place Imika. Et les matchs qui se jouaient au stade... Vous voulez parler des matchs Mikado? Évidemment, Mikado. Et quand les matchs terminent, l'engouement de la population qui sortait du stade et les militants qui étaient à Imika, ça a dégénéré et la force publique à l'époque, n'a pas eu le courage de se protéger. Ils se trouvaient en insécurité et ils commençaient à tirer à bout portant. Il y avait plusieurs morts. Et beaucoup de morts. Ce sont les éléments déclencheurs justement. Exactement. De l'indépendance. Le même C-Canef, le roi Baudouin, compte tenu de le massacre du 4 janvier, le 13 janvier, lui-même il descend sur place pour s'enquérir un peu, se mettre en évidence la situation qui s'est passée. Et il a compris que c'est tout le monde qui voulait l'indépendance. Et il a fait une déclaration pour dire que non, on vous accorde l'indépendance, mais avant qu'on vous accorde l'indépendance, nous devons tenir une table ronde en Belgique. Francis Mapanzé, merci. Il va revenir. Peut-être que Moussé Mediawe va ajouter quelque chose. Il est journaliste, analyste politique. On parle de tous ces éléments. Vous avez parlé des Van Bussen, qui proposait à ce que l'indépendance soit accordée 30 ans plus tard, parce qu'il estimait que les dirigeants politiques congolais à l'époque n'étaient pas assez mûrs. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, merci professeur pour avoir planté le décor qui a précédé le 30 juin. Mais je voudrais rendre hommage aux masses congolaises. On peut même dire que les masses congolaises étaient plus en avance que les intellectuels. Les intellectuels étaient confinés dans des modèles tracés par les partis politiques belges. Il y en a qui étaient du côté des socialistes, il y en a qui étaient du côté des conservateurs, etc., etc. Mais la masse n'en avait cure de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je dis finalement que l'indépendance de notre pays, il y a eu une cocotte minute qu'a décrit déjà le professeur, dont le couvercle a sauté le 4 janvier à l'occasion de l'interdiction du meeting de la BACO du président Kasavubu. Il y a eu beaucoup de martyrs de l'indépendance. Beaucoup de martyrs de l'indépendance, mais que probablement si ça n'avait été que ça, s'il n'y avait pas eu ce match qui avait eu lieu à quelques mètres de là, il y a eu jonction des hasards. Les gens sortent du stade, probablement les gens de V-Club très fâchés de la défaite de V-Club devant une petite équipe. Et ils croisent tout à fait par hasard sur leur route les militants de la BACO qui étaient fâchés parce qu'on a interdit leur meeting. Et puis, il y a ce mélange des forces, je ne sais pas si je peux appeler ça centrifuge par rapport à la réflexion qui a commencé depuis plusieurs années. Et voilà la cocotte minute et le couvercle a sauté. On peut donc dire qu'il y a eu circonstance de beaucoup de choses qu'on peut dire réfléchies à long terme, et d'autres choses qui sont arrivées tout à fait brusquement. Justement, pour revenir à cette question, est-ce que les leaders politiques congolais à son temps étaient préparés? Parce que ici, c'est la masse, justement, qui a été comme l'élément déclencheur de cette indépendance, que les Lumumba, les Kasavubu et les autres étaient préparés à cette accession immédiate à cette indépendance. Michel Oui, pour répondre tout de suite à la question, très brièvement, vu ce qui s'est passé après le 30 juin, on peut dire que les leaders politiques n'étaient pas nécessairement et suffisamment préparés. Parce qu'après l'indépendance, 11 jours après, il y a sécession katangaise, il y aura sécession du Sud-Kasaï. C'était au mois de juillet, juillet 1960. Oui, exactement. Il y a toute la suite. Il y a le 11 juillet. Donc, il y a la succession de ces différentes volontés locales de se détacher du pouvoir central de Léopoldville. Et donc, c'est comme si les autorités, comme si les intellectuels congolais, finalement, ont été surpris par la rapidité de l'indépendance qu'ils avaient eux-mêmes demandé.
Mais comment la gérer? On a l'impression qu'il ne s'était pas préparé à gérer cette indépendance. On va y revenir. Abraham Baïkaninda, Van Bussen, il propose un plan. Il a estimé que les leaders politiques congolais à l'époque n'étaient pas suffisamment préparés. Il fallait 30 ans de préparation pour qu'on accorde l'indépendance à la RDC. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison, ces Belges, de penser de la sorte? Parce qu'aujourd'hui, nous le payons cash sur le plan politique, économique et social. Vous me faites penser à quelques mots que prononçait le professeur Kizerbo en 1977, au premier colloque des études africaines en journalisme. Il disait « Les mots ne sont pas des papillons dans le paysage de l'esprit. Les mots, ce sont des industries avant-courrières et des autres industries. Chaque mot que l'on nous sert, nous devons le dynamiter pour voir ce qu'il y a derrière. En manière telle que quand on nous dit indépendance, il faut se poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Revenons rapidement sur les faits. Le 19 mai 1960, le roi des Belges signe la loi fondamentale portant constitution provisoire. Au mois de juin, cette constitution provisoire est modifiée sur 2 points essentiels. La propriété du patrimoine, Sabena et toutes les institutions. 2, la loi sur les provinces, ce qui va permettre la sécession katangaise. En manière telle que quand on arrive le 30 juin, le Congo est devenu endetté. Il devra payer la dette du roi Léopold II. Et je vous ai toujours dit que, c'est un autre débat, ce Congo n'a en réalité jamais appartenu à la Belgique. C'était une propriété privée du roi de Belgique. Il n'a jamais été la propriété privée du roi des Belges. Ceci est un mythe. C'est vrai, tapez sur Internet, le 29 mai 1885, on vous dit que le décret royal du 29 mai 1885 fait du roi Léopold II le souverain. Et ce décret n'a jamais existé, et que l'État est indépendant. Le décret n'existe ni au moniteur belge, ni au moniteur de l'État indépendant du Congo. Ça reste à vérifier. Je pense que le professeur Francis va pas me dire le contraire. Hein? Non, mais c'est ce qui a toujours été enseigné vérifiez sur Internet. Des années. Vérifiez sur Internet le moniteur belge de l'époque. Vérifiez sur Internet le moniteur de l'État indépendant du Congo. Vous aurez un premier document. La première pièce, c'est l'acte de Berlin. La deuxième pièce, c'est le décret royal qui transfère la propriété du Congo au domaine de la couronne et toute une série de choses. Bref, pourquoi est-ce que je dis ceci? Je dis cela parce que le 30 juin, à la veille du 30 juin, le roi des Belges a fait un premier discours qu'il a soumis au président Esquins. Et il a dit dans ce discours, vous l'avez accueilli en libérateur. Le ministre Esquins lui a dit, si vous prononcez ce discours comme ça, les Congolais vont mettre le feu. Et donc, il a prononcé un tout autre discours en disant, vous l'avez accueilli en civilisateur. Et ce qui fait que lorsque Patrice Lumumba se rend compte que le président Kasavubu ne lui a pas soumis le discours, alors que la Constitution dit que les actes du président ne sont valables que quand ils sont couverts par le ministre, le président du Sénat, Kassongo, lui dit « donc on n'aura pas l'indépendance ». C'est pour ça qu'il prononce son discours, mais vous aurez observé qu'il a modifié le texte qu'il a préparé la veille. Il ne s'adresse plus au roi, il dit « Congolais, Congolais, combattants de la liberté ». Et c'est ça l'acte fondateur de l'indépendance. Alors observez ceci, celui qui donne l'indépendance, quelque temps après, il est assassiné. Mais à la veille de son assassinat, il écrit à son épouse, Apolline. Vous voulez parler de Pauline Lumumba qui écrit à Pauline. Peut-être on va y revenir sur la lettre de Lumumba à Pauline, mais j'ai vu le professeur Francis Mapanze, voilà. Oui. Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu le professeur Francis vouloir réagir justement par rapport à l'acte qui donnait le Congo comme propriétaire privé au roi Léopold II. Merci bien. Je crois que je vais compléter mon co-débatteur. Le vrai problème, il faut comprendre, il y a le débat sur le jure et le débat sur le facto. Il y a le fait et il y a aussi le droit. Mais sur le plan des faits, sur le plan des faits, et effectivement, le Congo belge, à un certain moment, c'était une propriété privée du roi Léopold II.
Mais sur le plan de droit, il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas de soubassement. Sur le plan de fait, on a compris que quand Stanley est arrivé, il découvre l'espace congolais, parce que De Brazza était déjà ici, il avait placé ses bornes. Savonia de Brazza. Voilà, De Brazza. Il y avait déjà Diego Cao qui avait fait son inscription. En 1492, déjà Livingstone était ici. C'est comme ça que Stanley, quand il découvre, il rentre en Belgique, il rentre en Europe, il intéresse le gouvernement britannique, mais on l'a considéré comme un explorateur aventurier. Et le roi belge tombe dessus et il le récupère et il le finance le deuxième voyage. Et partant de là, il a commencé à exploiter le Congo. Il exploite, c'était sa propriété privée. C'est comme ça qu'en 1907-1908, il y a une session qui a été organisée, et les documents sont là, sont pendants, une session qui a été organisée de la propriété privée au gouvernement belge. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et en plus, il faut dire que la conférence de Berlin, vous savez qu'il y avait un grand débat. Comme De Brazza avait déjà placé ses bornes, les Français montent au créneau pour revendiquer la paternité du Congo belge. Les Portugais, les Américains. Et quand ils sont arrivés à Berlin, je crois que c'est Bismarck qui a joué, comme Léopold II avait des liens de parenté avec Bismarck, il a joué avec SDN, Société des Nations à l'époque. Ils ont joué pour que la RD Congo puisse garder son espace et confier au roi Baudouin. La Société des Nations qui s'est transformée plus tard en Nations Unies. Société des Nations, voilà. C'est comme ça que le roi Léopold II a joué avec Bismarck, et les États-Unis ont été le tout premier pays à reconnaître le Congo comme un État. Merci. Voilà, merci. Merci, professeur Francis Mapanze Mangolé. Nous allons donc revenir. On a encore tout le temps, professeur Abraham Baïkaninda. Nous avons pu promener notre caméra à travers la ville de Kinshasa pour recueillir les impressions des Congolais 64 ans après l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez les suivre. Les commentaires ou les avis sont mitigés. Est-ce que le pays a évolué? Le pays a stagné? Nous allons le suivre et on se retrouve après. Indépendance, tcha-tcha, Tozoumiye, Okipwaza, tcha-tcha, Toubakidi. L'indépendance, nous le sommes. Les autres nous regardent, mais les libertés ne sont pas encore suffisamment libres. Et nous luttons pour cela. Et le jour où nous serons nous-mêmes, à ce jour-là, nous serons libres. Et vous allez voir comment nous allons nous développer. Sommes-nous vraiment indépendants? Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, réellement, est-ce que nous vivons cette indépendance? Quand nous disons l'indépendance, nous voyons une population libre et développée. Mais ce que nous vivons actuellement, c'est le contraire. 64 ans après, dire que le pays a totalement évolué, c'est vraiment être trop prétentieux. Je dirais qu'il y a des évolutions qui sont sectorielles et nous n'avons pas totalement développé, mais il y a des secteurs où il y a des évolutions. Mais nous pouvons aujourd'hui dire que c'est possible que l'évolution soit totale dans le jour à venir, parce qu'il y a la volonté politique, les dirigeants actuels qui nous dirigent ont cette volonté de faire du Congo, de la RDC, une grande puissance au sein de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Si nous devons renaître avec un projet culturel important. Ce projet consisterait par exemple à avoir le contenu de ce que nous donnons aux enfants comme cours. Il faudra aujourd'hui que les Congolais sachent que l'histoire d'un pays, la géographie d'un pays, n'est-ce pas, la minéralogie, ce sont des cours qu'on appelle des cours scientifiques obligatoires. Il faut que les Congolais connaissent leur pays. Nous avons l'impression que les Congolais ne connaissent pas leur pays. Le roi Léopold II, ça c'est important, n'a pas fait la remise-reprise avec les chefs coutumiers. Quelle est la conséquence? C'était le chaos. Et le roi Léopold II a vécu 1908, n'a pas fait la remise-reprise avec ses petits-enfants. 1909. Conséquence, il y a eu le chaos. Et la Belgique, le roi Baudouin avec Assaboubou, ils n'ont pas fait la remise-reprise, il y a eu le chaos.
et puis Kassavubu qui est devenu premier président, et Mobutu, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Conséquence, il y a eu le chaos. Et puis quoi encore, Mobutu et le musée, le grand musée, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Conséquence, il y a eu le chaos. Alors il y a eu un semblant, je le dis, je l'assume, il y a eu un semblant de quoi? De passation démocratique du pouvoir. Je l'appelle sensation de la passation démocratique du pouvoir. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a hérité le chaos des chaos parce qu'il n'a pas eu une remise de reprise. Enfin, il a toléré, il a assumé, et la lutte qu'il fait aujourd'hui, c'est la lutte pour que le peuple congolais recouvre sa liberté, tout en sachant qu'il n'y a pas eu de remise de reprise. Il nage dans le chaos. Dans la population, il a trouvé le chaos. Dans la fonction publique, il a trouvé. Dans l'université, il a trouvé. Tout ça a été le chaos. C'est ça la lutte qu'il fait. Lorsque nous allons triompher de cette lutte-là, enfin le peuple congolais peut se dire libre et commencer à s'épanouir. Je veux dire à la population de prendre conscience. Parce que si nous ne nous battons pas pour vivre cette indépendance, personne ne viendra à notre place pour nous enseigner et nous donner cette force de lutter pour vivre l'indépendance que nous cherchons réellement dans notre pays. Alors, nous pouvons dire 64 après, nous n'avons pas totalement évolué, certes, mais il y a un espoir avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Les Congolais ont maintenant retrouvé leur espoir. Ils peuvent espérer aujourd'hui que nous allons voir sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, les évolutions et les grands respects qui étaient accordés hier à la RDC. Nous devons retrouver notre dignité d'être Congolais et d'être la RDC. Il ne faut pas oublier que le Congo, en 60 ans d'indépendance, nous avons connu 50 ans sous la gestion des prétoriens. Donc un Mobutu, même un militaire qui a fait 32 ans, un Kabila, un militaire qui a fait 18 ans. Donc c'est aujourd'hui ces 10 années ici qui nous permettent de voir des changements qualificatifs du genre accès aux soins médicaux, la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement que Mobutu avait enlevé dans la Constitution en 67. Donc je pense que le pays est sur une bonne voie. La leçon pour l'avenir, c'est que quand les Congolais sont réunis, quand les Congolais sont unis, quand ils pensent ensemble, ils font des miracles. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cette union sacrée que nous avons eue au moment de l'indépendance a disparu. Les Congolais sont devenus chacun pour lui-même, chacun pour sa chapelle. Et même par rapport à la guerre de l'Est, moi qui vis en Europe et qui viens ici, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas une sorte d'union sacrée de tous les partis politiques, de toute tendance qui oublieraient leur division avec un seul but, la libération du territoire. Voilà, Abraham Mbaye-Kanida que nous retrouvons sur ces images. Michel Mousseme et Diawé, vous avez suivi les réactions des Congolais lambda, même des professeurs d'université. Indépendance sans indépendance. Ben, j'ai suivi, ils ont raison, hein, tout ce qu'ils ont dit, mais je commencerai par dire une chose essentielle. L'indépendance était une très très bonne chose. Et vous avez bien remarqué que c'est la seule chose autour de laquelle les Congolais sont d'accord. Les Congolais se déchirent autour de tout, sauf de la date du 30 juin. Ce n'est pas une date du 30 juin de FCC, ce n'est pas une date du 30 juin de l'Union sacrée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tout part de loin, même de 1885, on ne va pas revenir là-dessus, les historiens pourront en ressasser, etc. Mais les Belges, qui ont été forcés de nous donner l'indépendance, en fait, c'est comme un bol de lait avec beaucoup de trous. C'est comme ce qu'on dit le tonneau de Danaïde. Et quand ils nous ont donné cette indépendance, ils savaient très bien qu'on ne savait pas ce qu'on allait en faire, que la possession de cette année n'allait pas durer dans la durée. Parce qu'ils savaient aussi que le Congolais n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Au fait, tout a été fait en Belgique. Et si vous vous rappelez, la Belgique, en ce moment-là, était divisée en deux blocs. Il y avait les socialistes et les autres, peut-être le professeur Mbaye qui vit là-bas, il pourra nous dire, ce qui fait qu'ils ont transféré leur bagarre, qu'on n'ose pas appeler tribalistes. Hein? Tout ça, ils nous ont transféré ça.
Depuis les Flamands et les Wallons. Vous savez, depuis 1959, chaque leader congolais avait derrière lui un conseiller belge. Et ce conseiller belge lui inculquait les différends qui existaient en Belgique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette indépendance, quand même, nous a permis de contrôler les leviers du pouvoir. Ça veut dire, par moment, depuis 64 ans, par moment ça a marché, par moment ça n'a pas marché. Il y a toujours des convulsions d'ordre politique. Il y a des convulsions d'ordre régionaliste, d'ordre tribal. C'est peut-être parce que cette indépendance est arrivée sans que ce ne soit nécessairement le résultat des préparations assidues. Et peut-être que Van Bilsen avait raison. Est-ce que 30 ans après 60, ça veut dire en 1980, si on avait adopté le plan de Van Bilsen, est-ce qu'on se serait mieux préparé? Très probablement. Ça, c'est la grande question. Abraham Mbaye Kaninda, vous avez suivi les réactions des Congolais lambda. Et beaucoup pratiquement, tout le monde, pratiquement, ces mots revenu à un leitmotiv, pas de liberté, on n'a pas beaucoup avancé. Si on a avancé, pas comme on le souhaitait. Vous partagez cet avis? Oui, c'est-à-dire, c'est pour ça que je suis très réservé sur le terme d'indépendance. D'ailleurs, on vous a vu sur les images aussi. Oui, oui. Il y avait justement une discussion sur indépendance ou pas, pour qui, pourquoi. Et le professeur Kambaye avait raison de dire, laissons tomber ce terme d'indépendance pour parler du combat pour la quête de la liberté. Et il n'y a pas eu de remise et reprise. Il n'y a pas eu de remise et reprise. Léopold mais en même temps. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de remise et reprise d'après lui. Mais vous vous souvenez, le 30 juin, quand le roi des Belges était ici, j'ai dit que le Congo n'a jamais appartenu à la Belgique. Ils n'ont pas réagi. Parce qu'actuellement, il y a un débat en Belgique qui dit que l'État indépendant du Congo, qui était à la conférence de Berlin, est une coquille vide, un peu comme je dis pour le M23. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, et ça explique alors tout ce qui s'est passé le 30 juin, c'est-à-dire quand on signe le 30 juin qu'il y a une cession du Congo à la Belgique a déjà récupéré le Congo, c'est-à-dire qu'elle a modifié la loi fondamentale sur la propriété, c'est-à-dire Matongé, Sabena, Lotraco, toute la propriété du Congo, c'est-à-dire cette propriété, cette richesse qui a permis à ce Congo de financer l'effort de guerre des Alliés Première et Deuxième Guerre mondiale, est partie. Et ensuite, il y a le transfert d'une dette, notamment la dette léopoldienne, qui va poser des problèmes dans le fameux contentieux belgo-congolais. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis ça parce que Orwell nous dit, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Le passé, on nous l'a écrit de manière à nous tromper. C'est comme si un passé écrit de manière orientée. Mais notre passé commence, notre combat pour l'indépendance commence le 2 juillet 1706. Vous voulez parler de Kimbangu, de Kimbamvita? Cette jeune fille qui approche du bûcher avec un bébé dans les bras et qui dit... vous allez elle, c'est pratiquement la Jeanne d'Arc congolaise. Jeanne d'Arc, vous allez me détruire, mais vous n'allez pas détruire la liberté qui vient. Et cette liberté, elle va venir par beaucoup d'autres après moi. Après, c'est Simo Kimbangu qui reprend le même thème. C'est Patrice Emery Lumumba qui reprend le même thème. C'est-à-dire que l'indépendance des Congolais était antérieure à la naissance de l'État belge en 1830. Ça modifie la conception des choses. En 1830, lorsque les Belges deviennent indépendants, l'article 1er de leur constitution dit « Toutes les lois antérieures sont abolies ». Chez nous, la loi fondamentale, article 2 dit « Toutes les dispositions en vigueur en 1960, au 30 juin, resteront en vigueur tant qu'elles ne seront pas expressément abolies ». Alors regardez un peu... Alors là, c'est pour me rejoindre, c'est une indépendance sans indépendance. Sans indépendance. Regardez, quand on va en justice, quand on enseigne le droit, on prend des dispositions de l'État léopoldien. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi est confronté au premier problème majeur, qui est celui de sortir une première constitution congolaise. Là, c'est un autre débat, donc le changement ou la révision de certaines dispositions de la constitution congolaise. On va y revenir. Professeur Francis, la RDC a-t-elle reculé, stagné, avancé 64 ans après? La RDC est immuée. La RDC est stagnée. Mais revenons quand même sur le problème de l'indépendance ou bien n'est pas indépendant. J'estime que le Congo est indépendant, mais l'indépendance, c'est sur le plan des droits.
Pas sur le plan de fête. Pas sur le plan de fête. Sur le plan de droit, pourquoi? Parce que le 30 juin, il y a une cérémonie officielle qui a été passée. Et aussi, quelques mois après, le Congo a introduit sa demande à l'Organisation des Nations Unies. Et le Congo est membre effectif de l'Organisation des Nations Unies. Sur le plan de droit, il est indépendant. Mais sur le plan des faits, le Congo n'est pas indépendant. Mais cette indépendance aussi doit être soutenue et défendue par un leadership éclairé, un leadership organisé, un leadership visionnaire. C'est ce leadership qui a justement manqué à ce pays de Lumumba. Qui manque pour protéger le Congo. Un leadership qui saura comprendre que le peuple congolais doit travailler. Un leadership qui doit construire le voie de communication. Un leadership qui doit construire les écoles. Un leadership qui doit construire les universités. Un leadership qui doit travailler pour l'intérêt du Congo. Mais pas un leadership avare, mesquin. Et si le Congo arrive à placer au sommet de son pays un leader visionnaire qui sait comprendre le rôle que doit jouer le Congo dans le concert des nations, c'est en ce moment-là, cette indépendance sera soutenue, sera défendue. C'est l'occasion de saluer la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je parle de ses engagements. Plus l'accès à l'emploi, plus de sécurité, l'accès aux services sociaux de base, ainsi de suite. Je soutiens les combats du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le 5 de l'immédiat. Je sais que le président Félix a le goût pour le Congo, mais sauf qu'il est mal entouré aussi. Il n'a pas assez de collaborateurs qui peuvent lui rendre service. Et donc, je crois que le choix des collaborateurs, ça va aider pour défendre la vraie indépendance de la République démocratique du Congo. Mbaye Kaninda, vous partagez cet avis? Je ne m'avancerai pas sur ce terrain, ne les connaissant pas personnellement, mais en regardant les résultats, je suis en train de me poser des questions. C'est-à-dire que le chef de l'État a besoin d'une ceinture d'intégrité. Donc je partage ce point de vue-là. C'est-à-dire aussi qu'il y a autre chose. Le président Kasavubu, quand il revenait de mission, il rendait l'argent à la caisse. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. Les remboursements. L'impunité. Bon, on a un pays qui est vraiment un scandale géologique et tout le reste. Mais si celui qui met la main dans la caisse de l'État n'est pas puni sérieusement et effectivement, s'il n'y a pas une justice dissuasive, effectivement, ce pays n'occupe pas sa place. Mais observez que le Congo, il y a un basculement. Pourquoi est-ce que je parlais d'histoire du passé? L'os du Shango, 25 000 ans, le début des mathématiques, en connexion avec l'Égypte négro-pharaonique. Le véritable Congo de Kimpavita, c'est ce Congo-là qui envoie des gens vers Cuba, vers Haïti, qui combat Napoléon, qui le bat, qui libère l'Amérique latine. Et ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Donc nous devons avoir la mémoire de notre passé, de notre fierté. C'est ces Congolais-là qui libèrent les pays occidentaux des mains d'Hitler, des mains de Guillaume II. Vous voulez parler des batailles de Gambela, des Gambela et ailleurs. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous n'avons pas la mémoire de notre passé, nous avons l'impression que ce passé se limite à ces 64 ans problématiques. Mais si nous avons la mémoire de notre passé, nous nous rendons compte que l'Occident, qui est en train de financer les groupes armés, a une dette de sang. Le gouverneur général Rickmans écrit en 1943 au collège des gouverneurs, il leur dit, comme nous, ils ont souffert. Mais comme nous, plus que nous, ils ont donné leur sang. Et ceci est une créance que nous devons payer par rapport à l'avenir. Il ne faut pas oublier que pendant 4 ans, c'est important. Merci Abraham, c'est vraiment important. Oui, les Congolais doivent prendre conscience. Francis, je voulais ajouter un élément par rapport au choix des collaborateurs pour le chef. Je pense que le chef doit être entouré des intelligences stratégiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un grand débat dans les grands salons en Occident où on parle déjà après Kagame. Il faut que les intelligences stratégiques congolaises commencent déjà à réfléchir au cas où Kagame ne sera plus là. Qui l'est placé pour sécuriser le Congo? Ça, c'est important.
Mais peut-être les grands problèmes aussi avec... Une parenthèse. Le président doit être entouré des intelligences politiques, des intelligences économiques, des intelligences sociales. Et toutes ces intelligences, la sommation de toutes ces intelligences doivent réfléchir doivent se projeter pour l'avenir. Donc le pays fonctionne par rapport aux intelligences. Et les intelligences stratégiques, c'est très important parce que nous devons réfléchir sur nos différentes frontières, les 9 frontières. Qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Qu'est-ce qui se passe au Ouganda? Qu'est-ce qui se passe en Angola? Nous devons comprendre ce qui se passe. Et les intelligences stratégiques doivent proposer les actions anticipatives. Nous ne devons pas subir. On ne peut pas continuer à subir 64 ans après. Voilà, Michel Moussé Diawé, 64 ans après, on ne doit pas continuer à subir. Je voudrais avoir votre réflexion par rapport justement à cet argument qui a été avancé. Le Congo a reculé pour le professeur Francis, le Congo a stagné. Pour le professeur Abraham Baye, le Congo a reculé. C'est vrai, il y a des efforts à l'interne. Et quel est votre point de vue à ce sujet? Ils ont effleuré la question de notre armée qui a, en fait, si nous avons... Vous savez que la Belgique est le seul pays occidental à être sorti de la guerre sans dette d'un rond, parce que c'est le Congo qui a payé. Et nous avons combattu aux côtés des troupes belges. Et j'apprends qu'Anvers a été construit. Ah oui, beaucoup, même la grande place de Bruxelles, même la grande place, beaucoup de choses. Basilique de Kuckelberg, etc. Ils ont été construits avec de l'argent congolais. Le franc congolais, c'était la monnaie la plus forte. Au lendemain de la guerre, je crois que c'était l'une des monnaies les plus fortes. Le franc congolais, le franc belge, pardon. Tout simplement parce que le matelas financier du franc belge, c'était nos richesses. C'est le caoutchouc qui a habillé les chars de combat. C'est notre uranium qui a mis fin à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Mais nous n'avons pas été rétribués par l'histoire. Nous n'avons pas été rétribués parce que, et c'est là que je rejoins mes co-débatteurs, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de leaders qui ont dit « stop ». Vous devez nous rembourser ce que nous vous avons donné. Mais 64 ans après, oui, jusque-là, on n'a pas toujours des leaders. Après, ça peut des faire... générations. Écoute, ça peut faire 100 ans, il y a des recommencements coupables, etc., etc. Mais ce que je voulais dire, et je reviens un tout petit peu pour ne pas oublier, j'ai côtoyé 2 historiens, le professeur Ndayuen, j'ai suivi le professeur Kamba Ibouatia. Ils ont souhaité qu'on ne parle plus de fête de l'indépendance le 30 juin. Ils ont souhaité que désormais on parle de la fête nationale. Comme je l'ai dit au début, je crois que c'est la seule date autour de laquelle tout le monde est d'accord, l'indépendance. Maintenant, il faut donner un contenu à cette indépendance. Le contenu de cette indépendance, c'est l'indépendance politique, nous l'avons déjà. C'est l'indépendance économique, c'est le plus important. C'est l'indépendance du point de vue de la défense, de la sécurité de notre territoire. Ça, nous ne l'avons pas. Or, nous avons les potentialités. Qui a libéré le Tchad du joug de Kadhafi? C'est l'armée zaïroise de l'époque, qui était commandée par Amela Lokimabati, le général. Allez demander en Angola. Ils connaissent la force de la puissance du feu des troupes congolaises. Le président Kagame qui est à Kigali aujourd'hui, je crois que si son arrivée a été retardée de quelques mois ou de quelques années, c'est grâce à l'armée zaïroise. Avec le général, oui, avec le général Maël, etc. Donc, en plus de nos richesses exploitées, non exploitées, connues et inconnues, y compris des minerais stratégiques, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous avons une guerre d'usure dans la partie est de la RDC. Ça fait plus de 30 ans de guerre, depuis 1994, 30 ans exactement. Ouais. Et l'est de la RDC est devenu le ventre mou sur le plan sécuritaire. Toutes les rébellions partent par là. Et aujourd'hui, c'est l'activisme du mouvement terroriste M23, soutenu à 100% par le Rwanda, 64 ans après. Comment se défaire? Je vais vous dire une chose. C'est que de ce côté-là, il y a un peu les tares belges qui sont en nous. Ça veut dire que généralement, nous ne sommes pas d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'existence de notre pays, dans ses frontières. Il y a des fils de ce pays qui sont de l'autre côté, qui sont des officiers dans le M23, qui sont des officiers dans le mouvement de Nanga, etc., pour tirer sur leurs propres frères, pour exploiter les minéraux du Congo et les amener ailleurs. Moi, je pense que le plus important,
à faire, c'est de pouvoir fédérer tous les Congolais autour de l'amour de leur pays. Et dès le moment où on est prêt à mourir pour son pays, pas mourir pour un autre pays, pas mourir pour quelques grammes d'or, pas mourir pour quelques grammes de coltan. À partir de ce moment-là, je crois, on va nous respecter. Et quand on vous respecte, c'est qu'on a peur de vous. Voilà. Abraham, il faut fédérer autour du chef de l'État, autour de la nation, de la RDC en tant que nation. Exactement. Le 27 janvier 1960, 322 rue Béliard. Ils sont assis en secret. Tous sont là. Et ils signent le mémorandum du Front commun congolais à la table ronde. Première exigence, libération de Patrice Emery Lumumba. Patrice était en prison, mais parce qu'ils ont signé celui qui dirigeait les débats dit bon, il faut écouter les Congolais. Et donc on a obligé d'arrêter. Moïse Djombé est venu et il a dit libération de Patrice. Et là, nous sommes en train de terminer l'émission. Allez dans les perspectives. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le Congo reste debout et puisse avancer? Il faut revenir au fondamental, c'est-à-dire l'union nationale vraiment autour d'un chef, d'un leader qui a un projet. Félix Tshisekedi a un projet. Mais il faut fédérer autour. Il faut fédérer autour du projet. Il faut fédérer autour du projet de Madame la Première ministre, qui me fait penser à Kimpa Fita, qui a. Vous voulez parler de Judith Soumino Toulouka? Oui, passant. Exactement. Mais qui a produit un canevas clair, net. Alors, il faut que chaque Congolais se pose alors la question de base. Que puis-je faire pour mon pays? Et ça, c'est la question de l'intégrité. Nous devons, chacun de nous, revenir à cette valeur. Mais les grands problèmes avec les Congolais, les intellectuels congolais, c'est que vous émettez des bonnes idées quand vous êtes sur le plateau comme ça. Une fois aux affaires, bon, c'est peut-être ce français les transformer pour des montages financiers, et comment faire, entre guillemets, permettez-moi les termes, un vol intellectuel, justement. Vous avez raison, jusqu'ici, effectivement, il y a une sorte de démission, même, disons, de trahison, de haute trahison des intelligences, en manière telle que la solution, c'est que les intelligences viennent tous autour du chef. Mais attention, l'intelligence, ce n'est pas nécessairement l'intellectuel à diplôme. Il y a des musiciens, il y a des gens dans tous les métiers. Des gens qui réfléchissent pour le bonheur de leur pays. Qui doivent être connectés sur une idée fondamentale. Le Congo est un don de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour transformer ce don en un cadeau pour chaque Congolais? Le sens du sacrifice qu'on a trouvé chez Patrice, chez Kimpa Vita, par Farnana et tous les autres. Professeur Francis Mapande Mangolé, nous sommes en train de terminer cette émission en termes de perspectives. Le Congo, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique, mais paradoxalement, sa population croupit dans une misère indescriptible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces Congolais de Kimpa Vita, pour reprendre le terme d'Abraham Kanyinda, ces Congolais de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu et de tous les autres Congolais épris de paix puissent décoller une fois pour toutes? J'estime que le vrai problème, c'est le problème de leadership. Les problèmes de leadership doivent à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça doit résoudre. Il faut d'abord un modèle, un leadership modèle, exemplaire, un leadership qui doit nous bâtir une armée républicaine. Un leadership qui doit avoir la volonté de socialiser les Congolais. Un leadership qui doit avoir la volonté de construire les voies de communication, relier Goma, Kisangani, Équateur, tout ça, que vous pouvez quitter Kinshasa, Kisangani. Oui, ce n'est pas impossible, c'est possible, parce que nous avons des intelligences pour réfléchir et faire ces travaux. Et un leadership qui doit comprendre que le peuple doit manger, un leadership qui doit créer les emplois, un leadership qui doit mettre du sérieux et de l'ordre. Je crois que ça sera, comme pour moi, une belle voie de sortie, poser les jalons, de manière à ce que la génération future qui va venir doit trouver quand même qu'il y a des fondamentaux et sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour décoller. Mais sans quoi, dans 10 ans, si on n'arrive pas à trouver ce modèle de leadership, le Congo risque de disparaître. Monsieur Média, je vous vois griffonner quelque chose. Nous sommes en train de terminer. Vraiment, je vous donne 30 secondes. Et il faut un leadership, a dit Francis, le professeur Francis. Oui, il faut un leadership, ça c'est évident, mais je voudrais plancher sur quelque chose qui est pour moi une passion, les routes.
il faut reconnecter les provinces, il faut reconnecter les centres de production, centres de consommation. Il faut reconnecter les gens entre eux-mêmes. Quand les gens se connaissent, ils découvrent qu'ils sont des frères, ils appartiennent à un même pays. Mais si pour aller à Kasumbalesa, d'ici à Kasumbalesa, c'est quasiment impossible. Moi, pour moi, je vais considérer quelqu'un de Kasumbalesa comme s'il n'était pas mon frère, quoique il soit à l'intérieur de 2 345 000 km². Deuxième chose, il faut donner à manger à la population. Je suis choqué, écœuré de voir que dans nos plats, il n'y a plus rien qui soit produit localement. Troisièmement... Et ce qui est produit localement coûte cher. Ah oui, coûte cher. Ou alors, les gens se disent, je produis, mais je ne vends pas. Les choses pourrissent. Je veux vous donner, pour terminer, je voudrais lui rendre hommage. Il y a un institut international d'agriculture tropicale au Nigeria. Il y a un Congolais qui a passé 10 ans, chef là-bas. Il a commencé par épargner au Nigeria 15 milliards et demi de dollars par an, je crois, rien que pour acheter la nourriture. Grâce à ce centre et grâce à ce Congolais qui s'appelle Sanginga, le Nigeria aujourd'hui s'autosuffit sur le plan alimentaire. Il dépensait 15 milliards de dollars par an. Nous, on ne dépense que 1,5 milliard, mais c'est extrêmement lourd. Vous savez, dans le manger, dans nos assiettes, il y a des couleurs de patriotisme aussi. Moi, j'ai honte que dans mon assiette, il y ait le piodi, que dans mon assiette, il y ait le cuisse de poulet, qu'il y ait du riz, qui vient du Vietnam, qui vient de, je ne sais pas, des pays qu'on a difficile à placer sur la carte du monde. Alors que Bumba nous produisait du... Nous, on a grandi avec le riz de Bumba. On a grandi avec le riz de Kindu, du Sankuru, de la plaide de la Ruzizi. Commençons par là. Et si on commence par là, et que quand dans mon... Et je félicite les gens de Goma, mais quelle résilience! Mais il y a des alimentations de Goma ici. Ils nous fournissent les haricots, ils nous fournissent le fromage, ils nous fournissent énormément de choses. Il faut une appropriation au niveau du gouvernement Mbaye Kanida. Nous sommes en train de terminer. 30 secondes, votre mot de la fin. Il ne faut pas seulement dire aimer le Congo. Il faut aimer le Congo et le montrer. Non, le démontrer. Il faut une démonstration de chacun. En d'autres termes, tous ceux qui sont ministres, tous ceux qui sont aux fonctions, il faut que les médias, il faut qu'il y ait des formes de communication qui les obligent à la redevabilité. Et lorsque quelqu'un ne mérite pas cette place, même au Parlement, il faut qu'on trouve les moyens de le débarquer pour mettre quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes dans une guerre. C'est la guerre de la réconciliation avec notre histoire et un destin exceptionnel. Voilà, la guerre de la réqualification de notre histoire avec un destin exceptionnel. Je commence par vous dire sincèrement merci. Merci au professeur Francis Mapanze Mangoulé. Voilà, Ekpapalipa. Voilà, j'y suis arrivé. Merci donc au professeur Francis d'être venu. Merci à Michel Moussé Mediawe d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Abraham Mbaye Kanida. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Il y a beaucoup à dire et à redire sur l'indépendance ou la fête nationale de la RDC, comme Moussé aime bien le dire, et d'autres historiens. Je pense que nous allons nous retrouver dans un autre numéro pour aborder d'autres questions liées à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Merci à nos amis des Zoomeko qui nous ont prêté ces studios. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programmes sur votre télévision.